Bonjour à tous, bienvenue dans les actualités.net du mois de février. Et on va commencer comme chaque mois maintenant avec les actualités du monde web. Premier exemple avec un article d'un blog américain de mémoire sur la programmation asynchrone avec ASP.NET et bien évidemment C Sharp. Donc en fait c'est un post qui permet de revoir l'ensemble des fondamentaux sur tout ce que, la programmation asynchrone, donc avec Async Await, et notamment comment éviter les deadlocks. Donc n'hésitez pas à aller le voir pour en savoir plus. Autre actualité au niveau du monde web, le framework, la disponibilité de la version 0.8 de Blazor, qui est toujours en version expérimentale. Donc on espère que prochainement il sera disponible en version finale. Donc je suppose dans l'année 2019. Et toujours dans l'actualité du monde web, le fait que le linter TypeScript, donc TSLint, va être déprécié au profit de TypeScript ESLint. Donc je vous laisse en savoir plus directement sur ce post d'InfoQ. On va passer aux actualités du monde .NET cette fois-ci, avec un super post de Patrick Smakia, donc l'éditeur du logiciel indépendant. Donc vous allez voir via ce post le travail qui a été fait par Microsoft pour implémenter les parties clientes et notamment Windows Form et WPF directement au sein du framework .NET Core 3.0. Et donc grâce à l'outil qu'il a développé, il fait une analyse technique de ce qui a été porté sur le framework.NET Core 3.0, et notamment avec une stat intéressante qui indique que sur plus de 4000 types proposés par ces frameworks clients, il y a uniquement 16 types qui sont manquants dans le framework.NET Core 3.0. Donc un élément intéressant à savoir. Je vous invite à consulter l'intégralité de ce post-là. Toujours au niveau du framework.NET Core 3.0 et toujours sur la gestion des couches clientes, donc avec Windows Form et WPF, une vidéo proposée sur YouTube par Channel 9. Donc vous avez directement différentes informations techniques sur comment porter vos applications clientes existantes vers le framework.NET Core 3.0. Et enfin, un post de Laurent Campé sur la possibilité de compiler de manière dynamique du code directement sur le framework, toujours sur le framework.NET Core 3.0. Donc avec la classe Assembly Load Context. Donc il décrit différents éléments, différentes informations sur cette compilation dynamique, avec les différents scénarios que vous pouvez gérer directement via ces exemples de code. Et si j'ai bien compris son post, c'est le début d'une nouvelle série de posts à ce sujet-là. Donc n'hésitez pas à vous abonner à son blog et à suivre ce qu'il fait si vous êtes intéressé par le sujet. On en a parlé assez récemment avec Sébastien Pertus au sein d'une précédente vidéo. Donc on a .NET Core, le framework.NET et .NET Standard. Donc on a beaucoup d'éléments différents dans l'écosystème .NET. Donc vous avez un petit récap de ce qu'est le .NET Standard et ce qu'est le framework .NET classique, avec ce post-blog là que je vous invite à découvrir si vous souhaitez avoir une vision un petit peu plus claire de tous ces éléments-là, et notamment sur le fait que le framework.NET Standard est une spécification et qu'il y a différentes implémentations proposées par Microsoft, avec notamment le framework.NET, le framework.NET Core, etc., etc. Donc si vous souhaitez comprendre tous ces concepts fondamentaux et tous ces éléments-là, n'hésitez pas à aller directement sur ce post. On passe maintenant directement aux actualités liées à l'intelligence artificielle et notamment aux Cognitive Services proposés par Azure, et notamment avec une mise à jour du SDK de tout ce qui est lié au speech, donc tout ce qui est reconnaissance vocale. Donc là, vous avez un tableau intéressant sur le récap des différents services, de la compatibilité entre le support des différentes plateformes et les différents runtime proposés par Microsoft. Donc à la fois, si vous souhaitez cibler la plateforme WP, C Sharp, C++, .NET, Xamarin, JavaScript, etc., etc. Et toujours sur les améliorations au niveau IA, des améliorations au niveau de tout ce qui est vision, et notamment des améliorations au niveau de tout ce qui est détecté sur les images. Donc lorsque vous faites de la reconnaissance d'images, vous voyez les tags qui étaient proposés, donc les informations qui pouvaient être extraites de manière automatique par le service de vision de Cognitive Services. Donc, vous voyez différentes informations comme le nom, la probabilité bien évidemment, différentes tags permettant de savoir dans quelle catégorie peuvent appartenir à la photo. Et là, vous vous rendez compte qu'avec la mise à jour qui a été faite récemment, il y a beaucoup plus d'informations qui sont envoyées par le service. Donc n'hésitez pas à regarder pour en savoir plus.
Toujours au niveau des nouveautés, la possibilité de faire du cropping, c'est-à-dire de récupérer uniquement les sections d'image concernées par les différents éléments détectés au sein d'une image. Donc là, on voit par exemple qu'il y a deux personnes qui ont été détectées et un train en mouvement. Et bien, automatiquement, vous êtes capable de délimiter les différentes zones concernées par ces informations-là. Donc c'est assez intéressant. La reconnaissance de marque, donc ça c'est un sujet un petit peu plus spécifique. Donc n'hésitez pas à aller également sur cet élément-là. Et une vidéo tuto qui vous permet d'en savoir plus sur comment faire depuis le début une application basée sur Azure et ses Cognitive Services. Donc si vous souhaitez voir de visu comment ça fonctionne, n'hésitez pas à aller directement voir cette vidéo-là. On passe aux actualités plus orientées cloud et non plus uniquement au niveau intelligence artificielle avec un nouveau service Azure Lab Services qui vous permet de générer tout simplement un ensemble de VM prêtes à l'emploi, notamment soit pour des formations, donc si vous souhaitez générer 10 VM basées sur la même image de manière simple et de gérer le cycle de vie de ces VM, vous pouvez le faire avec ces éléments-là, avec ce nouveau service Azure Lab Services. On passe au côté mobile avec un post de blog assez intéressant sur les raisons pour lesquelles choisir Xamarin pour développer des applications mobiles cross-platform. Donc il y a tout un tas de raisons qui sont décrites. N'hésitez pas à aller le voir si vous avez besoin de soit vous-même de faire un choix par rapport à toutes les solutions disponibles sur le marché pour faire des applications cross-platform, mais ou autrement pour convaincre vos responsables de passer directement sur Xamarin. Également un SDK lié au projet ROM qui a pour objectif de prolonger l'expérience utilisateur entre la plateforme Windows et les différents devices associés, donc notamment des applications sur iOS et des applications sur Windows. Donc vous avez directement cet élément-là qui vous permet directement au sein des applications de prolonger l'expérience utilisateur entre ces différentes applications-là. Côté ALM et côté outillage, la disponibilité de l'ARC de Visual Studio 2019. Donc vous pouvez directement la télécharger, donc avec bientôt la disponibilité de la version finale de VS 2019. Avec notamment comme nouveauté la gestion des data breakpoints. Donc les data breakpoints c'est quoi? C'est la possibilité de mettre des points d'arrêt sur la modification de valeurs et notamment de variables pour être notifié de manière simple dès qu'il y a une modification qui a été faite par n'importe quel code. Donc c'est pas une modification sur une ligne en particulier, mais sur une modification de valeur. Toujours au niveau d'App Center, on avait parlé le mois dernier, mais c'est assez intéressant ce qui continue dans l'ouverture de la roadmap. Donc si vous souhaitez en savoir plus sur ce qui se passe au niveau de App Center, vous pouvez directement sur ce post de blog et sur le GitHub qui est régulièrement mis à jour avec tous les développements en cours, avec notamment la proposition de différentes maquettes. Donc vous pouvez voir un petit peu tout ce qui se passe. Donc là, il y a une mise à jour et un rafraîchissement des informations qui a été fait assez récemment. Au niveau ALM, donc cette fois-ci au niveau de Azure DevOps Server, donc pour l'instant au niveau de TFS, vu que la version finale d'Azure DevOps Server n'est pas encore disponible. Vous avez peut-être entendu parler d'un changement de licence fait par Oracle au niveau de la JRE. Donc pour éviter que vous ayez des problèmes avec ce changement de licence qui a été fait par Oracle, donc il y a une modification qui est faite au niveau du moteur de search, donc notamment au niveau de l'indexing dans TFS. Donc vous avez la possibilité de choisir entre Azure Zulu OpenJNK, que je ne connais pas, et la JRE d'Oracle, donc en fonction de vos besoins et en fonction du fait que vous souhaitez respecter les licences imposées par Oracle ou non. On va passer au côté événementiel avec probablement l'événement de l'année, donc la conférence Build, qui va avoir lieu début mai, donc du 6 au 8 mai à Seattle. Donc ça va être probablement la conférence avec les plus grosses annonces d'un point de vue développement avec les technologies Microsoft, donc avec très logiquement des annonces au niveau d'Azure, mais également peut-être au niveau de Windows et au niveau de toutes les technologies associées. Donc à suivre notamment avec les keynotes et également toutes les sessions qui, je suppose, seront accessibles en téléchargement et en visionnage différé après l'événement. Quelques éléments intéressants toujours sur cette conférence-là, avec des initiatives intéressantes, notamment la possibilité d'amener des enfants.
Donc si vous êtes parent et si vous vous rendez à la conférence à Seattle, vous pouvez directement venir avec un de vos enfants s'il est âgé entre 14 et 21 ans. Donc ça c'est assez intéressant pour justement à sensibiliser des étudiants en informatique sur les technologies Microsoft. Donc c'est une bonne initiative que je ne connaissais pas. C'est la première fois qu'ils le font, donc un bon point pour eux et un bon élément à retenir. Toujours en termes d'événements, le lancement de VIA-CIO 2019 qui va avoir lieu donc début avril, donc dans 2 mois, dans 1 mois et demi maintenant. Donc avec le lancement officiel et mondial, donc il y aura de mémoire, je pense qu'il y aura un keynote qui va être effectué. Et également, d'un point de vue organisation, il y aura différents événements locaux qui seront effectués, soit par Microsoft, soit également par des groupes utilisateurs locaux. Autre événement qui a eu lieu cette fois-ci, et non pas qui aura lieu prochainement, la Mobile World Conference qui a eu lieu à Barcelone, où Microsoft a fait 2 annonces intéressantes, notamment avec HoloLens 2, donc la nouvelle version et la nouvelle itération des lunettes de réalité augmentée proposées par Microsoft, avec de grosses nouveautés et de grosses évolutions où on voit vraiment que ces lunettes acquièrent une certaine maturité. Donc c'est assez intéressant à voir, notamment avec un champ de vision qui a plus de doublé de surface. Donc ça c'était un gros élément, un gros facteur limitant sur la première version des lunettes. Donc cette limitation a été supprimée. Et même au niveau de la conception des lunettes, au niveau de la gestion du poids, au niveau du confort et au niveau de lui fait qu'on soit capable de relever directement la visière, il y a beaucoup d'éléments qui font que ça a beaucoup gagné en maturité. Donc je vous invite à lire plus et à regarder les différentes vidéos sur le sujet pour en savoir plus. Et également la nouveauté Kinect, qui auparavant était un périphérique dédié au jeu, puisqu'il était proposé à la base directement pour Xbox. Puis il y a eu une déclinaison qui a été faite directement pour Windows et qui a été arrêtée. Donc ces 2 périphériques-là étaient arrêtés. Et maintenant on retrouve une version améliorée nommée Azure Kinect, avec notamment un kit de développement qui est disponible en précommande pour 400$ de mémoire. Et qui permet donc de faire de la reconnaissance d'images, qui sert de caméra, qui permet de faire la reconnaissance de squelettes comme ce que faisait Kinect, et avec à la fois une intégration de service directement au sein d'Azure et à la fois un kit de développement directement lié vraiment au niveau hardware, au niveau caméra. D'ailleurs, ce SDK est disponible uniquement en C++ à l'heure actuelle, et peut-être que prochainement il sera disponible en version .NET. Mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Et on va s'arrêter là pour les actualités du mois de .NET et de l'écosystème de développement proposé par Microsoft pour ce mois-ci. Rendez-vous le mois prochain pour en savoir plus.